Je crois que j'ai réellement pris connaissance du contenu proposé par YouTube lorsque j'avais 12-13 ans. Bien sûr, je connaissais déjà cette plateforme par la diversité musicale qu'elle propose, par les clips de mes artistes préférés que je visualisais plus d'une centaine de fois. Mais là où YouTube a vraiment pris un tournant pour moi, c'est lorsque j'ai découvert les vidéos de YouTube, le YouTube vidéo. Lorsque j'ai visualisé les vidéos des personnes que l'on appelle actuellement des YouTubeurs. J'ai grandi et évolué avec Enjoy Phoenix, Caroline et Safia, So Bretonne, Mademoiselle Peachy03 et tant d'autres que je dois certainement oublier d'ailleurs. Et je dirais même que je me suis construite avec ces personnes. Chaque jour de chaque semaine à telle heure, j'étais postée devant l'ordinateur, devant la dernière vidéo de ma youtubeuse du moment. C'était devenu comme un rendez-vous et ça l'est toujours d'ailleurs. Et très rapidement, j'ai moi aussi voulu faire ça. J'ai moi aussi voulu tourner mes propres vidéos, proposer du contenu, me filmer, raconter. Raconter quoi? Je ne sais pas. Mais j'avais envie de raconter de nouvelles choses et de créer une communauté autour de ce que je disais. Je n'étais plus seulement spectatrice de contenu, mais j'étais devenue à mon tour réalisatrice de ces contenus. J'ai mené mon petit bout de chemin depuis 8 ans, que je suis youtubeuse, créatrice de contenu, influenceuse. Et aujourd'hui, je me questionne sur est-ce la fin de YouTube? Avec l'essor de nouveaux réseaux sociaux et à l'heure où la consommation des auditeurs s'effectue essentiellement sur les réseaux sociaux proposant des formats dits courts, est-ce la fin de la plateforme YouTube? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder YouTube, la fin d'une ère. J'imagine que tu te doutes bien, mais cette interrogation, elle n'est pas venue de nulle part. Ça fait quelques temps quand même qu'on entend dire que les vues de YouTube sont en forte diminution, que la plateforme se meurt au détriment de nouvelles plateformes de réseaux sociaux notamment, que les personnes nées sur YouTube migrent vers d'autres plateformes pour continuer d'exister. Je sais pas si le mot est fort, pour continuer de créer du contenu qu'ils ont eu l'habitude de faire sur cette plateforme et donc en quelque sorte de laisser mourir cette plateforme. Bon, ça n'annonce pas du beau de l'avenir de YouTube quand je t'annonce tout ça. Mais contrairement à ce qu'il se dit, moi je crois en l'avenir de YouTube. Je pense vraiment que c'est une plateforme qui va continuer d'évoluer, peut-être pas comme on l'a connue et comme on a grandi avec, qui évoluera mais qui ne se mourra pas selon moi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai cet avis-là. Mais je vais également aussi t'expliquer pourquoi on pense plus globalement que YouTube c'est un peu la fin. Comme d'habitude, la timeline de la vidéo sera en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne souhaites pas visualiser l'entièreté de la vidéo. Même si, encore une fois, comme d'habitude, je pense que chaque partie sont très intéressantes. Dans la première partie, je vais poser cette question de pourquoi les vues ont chuté. Dans la seconde partie, on s'interrogera sur peut-on parler d'une migration vers de nouveaux réseaux sociaux. Et dans la partie 3, on s'interrogera sur que deviennent les créateurs de contenu nés sur la plateforme YouTube. Et avant toute chose, je voulais grandement remercier toutes les personnes qui ont participé au questionnaire que j'ai lancé sur mon Instagram, que je te mets juste ici et en barre d'infos, justement pour pouvoir créer cette vidéo parce qu'il me fallait du contenu et j'avais envie d'avoir ton avis, j'avais envie d'avoir votre avis sur les diverses questions que j'ai posées pour que je puisse tout simplement concevoir cette vidéo et ne pas avoir uniquement mon point de vue et les recherches que j'effectue sur internet. Donc merci beaucoup. Si jamais tu ne me suis pas encore ou si tu es nouveau ou nouvelle ici, salut, moi c'est Celle et puis je te mets juste mon Insta ici et en barre d'infos, donc n'hésite pas à me rejoindre. Je propose une vidéo un vendredi sur deux sur plein de choses, donc n'hésite pas à t'abonner également. On attaque ? Allez, c'est parti. Déjà, pourquoi cette question? Est-ce la fin de la plateforme YouTube? Quand je pose cette question, je questionne surtout le YouTube comme on le connaît. C'est-à-dire avec les vidéos, ces créateurs qui sont nés sur cette plateforme et qu'on regarde pour la plupart encore. Et ces créateurs d'ailleurs qui cumulent pour la plupart des milliers, voire des millions d'abonnés. Et donc, quand je nomme la fin, tu l'auras compris, je ne dis pas que la plateforme YouTube se meurt. Je parle surtout de la disparition ou plutôt la migration de ces créateurs de contenu vers d'autres plateformes. Et si tu te questionnes sur pourquoi ils partiraient, je te répondrai plusieurs choses, mais je te répondrai essentiellement que pour nombreux d'entre eux, leur vue diminue grandement. Ce qui veut dire en quelque sorte que moins de personnes, comme toi par exemple, sont au rendez-vous de leurs vidéos. Donc si moins de personnes les regardent, il vaut peut-être mieux pour eux de dépenser leur énergie autre part, comme par exemple de créer sur d'autres plateformes, comme les réseaux sociaux tels qu'on les connaît, TikTok, Instagram, etc. Ou peut-être de créer autre chose
sur d'autres plateformes aussi qu'on évoquera dans cette vidéo. C'est ma partie 1, pourquoi les vues ont chuté. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à cela. On peut parler par exemple du fait qu'un youtubeur qui va être inactif pendant un certain temps va forcément créer du désintérêt pour les personnes qui le regardent habituellement. Peut-être que ces personnes-là vont plus se sentir concernées et donc ne seront plus au rendez-vous. Mais on peut également penser que s'il y a moins de vidéos, c'est peut-être parce que le créateur en question ne se renouvelle plus. Un créateur qui proposera toujours la même chose va peut-être créer une lassitude auprès de son public. On va pas se le cacher, mais quand une plateforme connaît un succès, il y a forcément de nouveaux créateurs sur cette plateforme, ce qui crée en quelque sorte de la concurrence. Plus il y a de monde sur une plateforme, plus les auditeurs ont le choix, et peut-être que ça peut être un facteur supplémentaire qui font que la personne, donc l'auditeur en question, va se désintéresser de le youtubeur ou la youtubeuse qu'il regardait auparavant. On peut également se dire que à cause de l'essor de nouveaux réseaux sociaux, il y a un désintérêt de la plateforme YouTube car elle propose peut-être un contenu beaucoup plus long comparé au contenu qui est actuellement proposé par ces plateformes de réseaux sociaux de type format court. Et puis il y a un autre aspect aussi que moi je n'avais pas forcément intégré dans ma tête, mais que j'ai entendu par le youtubeur Tim qui a fait une vidéo il y a 1 an de cela ou quelque chose comme ça, qui s'appelle la baisse des vues sur YouTube. Dans sa vidéo, il nomme 3 facteurs qui font que les vues baissent. Il dit également que ça peut être un problème de référencement. C'est-à-dire que YouTube ne référence plus le youtubeur en question ou la youtubeuse en question et donc il perd des vues parce que tout simplement les personnes qui le suivent habituellement ne voient plus son contenu. De toute façon, on le voit un petit peu sur les plateformes comme par exemple sur Instagram où un contenu va être beaucoup plus mis en avant qu'un autre. On ne sait pas vraiment pourquoi, je ne m'aventure pas là-dedans, mais il y a certainement aussi un problème de référencement. Donc ça, c'est une liste, on va dire, non exhaustive de pourquoi les vues ont chuté selon moi. Je vous ai également demandé si vous avez la même consommation de la plateforme YouTube qu'avant. Et sur 291 personnes, 117 ont répondu « Oui, je regarde toujours autant », soit 40%. 109 personnes ont répondu « Oui, mais moins qu'avant, soit 37%. 57 personnes ont répondu bof, je regarde des vidéos de temps en temps, soit 20%. Et 8 ont répondu non, je ne regarde plus du tout, soit 3%. À vrai dire, je suis ravie que sur les 291 personnes interrogées, 117 ont répondu qu'elles sont toujours autant fidèles à cette plateforme. Mais évidemment, pour cette vidéo, je dois prendre en compte le restant de ces personnes qui ont voté également. Car sur les raisons de pourquoi ces personnes ont décidé d'abandonner un petit peu la plateforme, on retrouve 3 grandes catégories. La première, c'est l'essor de nouveaux réseaux sociaux, dont TikTok. Évidemment. Par exemple, une personne nous dit l'essor des nouveaux réseaux sociaux avec des vidéos beaucoup plus courtes. Ou encore, j'aime toujours en soi, mais TikTok c'est du contenu rapide dans cette vie à 100 à l'heure. On verra après que justement ce truc avec le contenu rapide et par rapport à notre vie actuelle où on a toujours besoin d'être en action, et bien c'est un vrai lien quelque part avec le fait certainement qu'il y ait beaucoup moins de vues sur YouTube qu'avant. Une autre catégorie de raisons de pourquoi YouTube est un peu plus délaissé par rapport aux autres plateformes, c'est que les gens n'ont plus le temps. Je consomme moins car en grandissant j'ai moins de temps à y accorder, car j'ai tout simplement moins de temps maintenant que je suis en études sup. Et la dernière catégorie, c'est plus d'intérêt pour les contenus que propose la plateforme. Du mal à trouver du contenu qui me correspond, trop divertissement ou de vie parfaite. De moins en moins de contenu spontané comme j'aime. On peut donc noter dans ce qui est dit qu'il y a un désintérêt pour le format long et donc un grand intérêt pour le format court comme au travers de Instagram avec les réels ou encore TikTok avec les TikTok. Et donc les personnes n'ont plus le temps de se poser comme avant devant une vidéo de 15-30 minutes. D'où la nécessité de regarder du snack content, c'est-à-dire un contenu qui va être facile et rapide à regarder. Et il y a également un désintérêt envers la plateforme car il n'y a plus un contenu, on va dire, intéressant comme ce que recherchaient avant les personnes. Et à l'inverse, j'ai demandé aux personnes qui me suivent et qui ont répondu qu'ils regardaient toujours autant YouTube, je leur ai demandé mais alors pourquoi vous regardez toujours autant cette plateforme? Et j'ai noté 5 grandes catégories de réponses. La première, c'est qu'il y a une forme d'attachement envers les créateurs. J'aime toujours autant voir les vidéos de mes youtubeurs favoris, s'informer sur les sujets pour voir des interviews aussi, des rediffs de live. Les personnes que je suis m'intéressent et sont régulières, c'est comme un rendez-vous. Il y a également le fait que ce sont un format long. Alors là, pour le coup, il y a 2 écoles. Il y en a qui préfèrent le format court aujourd'hui, comme on retrouve sur les réseaux sociaux, et d'autres qui privilégient le format long. Le contenu se renouvelle toujours, j'aime les formats plus longs que TikTok, c'est moins super
superficielle. Vidéos longues avec du fond, de vrais sujets, reportages. On parle aussi d'hétérogénéité de la plateforme. On peut apprendre sur tous les sujets, art, créativité, cours, divertissement, etc. Il y a de tout format, court, long, sérieux, divertissant, c'est ma télé à moi. J'aime bien le c'est ma télé à moi. Parce que moi aussi, j'ai vachement ce côté-là avec YouTube. Comme si j'avais, pour le coup, eu un fort désintérêt envers la télé et que YouTube, c'est un peu devenu ma télé à moi. Que je regarde au petit déjeuner, en mangeant. C'est un peu devenu mon rituel. Une plateforme divertissante. Me divertir, mais aussi pour me tenir compagnie au quotidien. Toujours divertissant. Et pour finir, l'authenticité. J'ai l'impression que les autres plateformes perdent leur authenticité. Elles finissent par toutes se ressembler. YouTube se démarquera toujours pour moi à ce niveau-là. Il y a quand même des comptes qui restent authentiques. Donc en résumé, pour ces personnes qui consomment toujours la plateforme YouTube, c'est d'une part car elles sont attachées aux créateurs qu'elles regardent. On peut noter aussi qu'il y a une préférence pour le format long. Et peut-être que de par ce format long, cela laisse plus de place à l'authenticité. Je sais pas, c'est une hypothèse. YouTube est une plateforme hétérogène, selon ce que vous m'avez dit, avec des contenus assez divertissants. Et j'ajouterai quelque chose qu'une personne a dit et qui me parle beaucoup, parce que c'est le moment de vraiment se poser, se détendre, plutôt qu'en scrollant sans but sur Insta. Et de par cette petite enquête auprès des personnes qui me suivent, on distingue deux écoles, comme je te l'ai dit. Celle qui privilégie les formats courts et celle qui privilégie les formats longs. Et moi j'ai envie de te poser cette question, j'ai envie de nous poser cette question. Pourquoi les plateformes qui proposent du contenu court plaisent autant? Peut-on parler d'une migration vers de nouveaux réseaux sociaux? Nous en avons parlé précédemment lorsque nous avons évoqué l'essor de nouvelles plateformes, de nouveaux réseaux sociaux et donc d'un format plus court. En réalité, je pense que je pourrais y consacrer une vidéo entière sur le sujet. D'où vient cette naissance de ce contenu? Pourquoi ça plaît autant? Mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo, même si ça a un vrai lien avec ce dont je vais te parler juste maintenant. D'où ça vient ce format court? En anglais, on utilise le terme de snack content ou des contenus dits snackable, c'est-à-dire des formats faciles à grignoter. Et ce verbe grignoter, il a un vrai sens pour comprendre tout ça. Car il signifie, selon le dictionnaire Larousse, manger des petites choses de temps à autre. Manger un aliment par tout petits morceaux, du bout des dents. Et dans ces deux définitions, on a l'adjectif petit, qui est le synonyme de l'adjectif court. Et finalement, ça définit parfaitement la taille de ces contenus, qui sont tout petits, qui sont courts. Et ces formats, on les retrouve notamment sur TikTok, sur Instagram ou encore sur YouTube. Et plus familièrement, on les appelle sur Instagram les réels, sur TikTok des TikTok et sur YouTube des YouTube Shorts. Et là encore, le terme short de YouTube Short signifie en anglais court. Mais alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Si le contenu de ces plateformes sont beaucoup plus courts, c'est parce qu'on est dans une société qu'on qualifie de zapping. Car comme le dit Oui Demain dans l'article L'ultra court format roi des réseaux sociaux qui est paru en février 2020, le tout rentre dans une tendance globale de zapping. À l'heure où nous sommes en permanence sursollicités, que ce soit par les réseaux sociaux ou la publicité. Si 85% des internautes regardent une vidéo de 30 secondes jusqu'au bout, cette proportion chute à 50% dans une vidéo de 2 minutes. Ce qui veut dire que dans cette société dite de zapping, des outils ont été créés pour qu'on ait davantage de contenus beaucoup plus courts, qui se succèdent les uns à la suite des autres. D'où le fait qu'on nomme également la génération doom scrolling, c'est-à-dire une génération qui a ce besoin de scroller pour toujours être à la recherche d'une nouveauté, pour ne rien manquer. Et le problème avec cette succession de vidéos, d'informations, c'est que nous finissons par zapper, par ne rien retenir de ce qu'on vient de visualiser. Et j'en viens à me demander, à vous demander, à te demander à toi qui regarde cette vidéo, est-ce que ces formats courts ne sont-ils pas en train de créer une société sans mémoire? Car si ces plateformes ont pour seul objectif de retenir notre attention, celles-ci ne se seraient-elles pas perdues? Et donc aujourd'hui, il est peut-être davantage plus compliqué d'être posté devant une vidéo de 30 minutes, donc un format dit long, car nous n'arrivons plus à être concentrés, en partie parce que nous consommons de plus en plus, nous surconsommons des formats courts. Et je terminerai par dire que effectivement, je pense que si les vues YouTube ont chuté grandement, c'est parce que d'une part, côté consommateur, donc nous qui consommons du contenu sur les réseaux sociaux, il y a un désintérêt de la plateforme, notamment dû au format long. Et donc on peut parler d'une migration vers d'autres plateformes qui, elles, font du contenu beaucoup plus court, tels que TikTok, Instagram. Et donc il y a un intérêt parce que c'est du contenu simple, rapide, attrayant. Et même on pourrait dire d'ailleurs, comme l'a dit une certaine personne juste avant,
que à l'heure où on est dans une société où tout se consomme beaucoup plus vite, où on est toujours dans l'action, où tout va beaucoup plus rapidement, et donc les plateformes qui proposent du contenu beaucoup plus court ont tout gagné. Car les consommateurs seront plus à même de se diriger vers ce genre de plateforme plutôt que de se poser et de regarder une vidéo YouTube qui va leur prendre 15 minutes, 30 minutes de leur vie, comme sur YouTube. Donc ok, là on a parlé des consommateurs principalement. Mais que deviennent les créateurs qui sont nés sur YouTube? Est-ce qu'on peut parler de migration de ces créateurs vers d'autres plateformes? Et si oui, lesquels? Que deviennent les créateurs nés sur YouTube? Je ne pourrais pas parler de tous ces créateurs qui sont nés sur YouTube, et d'ailleurs je ne suis pas certaine qu'il y ait un grand intérêt à ce que je le fasse, mais je vais parler des personnes que je suis pratiquement au quotidien et toujours avec mon œil, on va dire, analytique et critique. D'ailleurs, là, je vais un peu donner mon avis, car jusqu'à présent, j'ai davantage fait des hypothèses, j'ai davantage fait de suppositions et moins affirmé mon avis, mon ressenti sur tout ça. Et je t'ai expliqué en début de cette vidéo que moi, je pense sincèrement que YouTube ne se meurt pas, que c'est une plateforme qui perdurera dans l'avenir. Car pour moi, les créateurs que je suis, et même la créatrice que je suis, on sait se renouveler, on sait faire de nouvelles choses, de proposer du nouveau contenu. Et donc, à mon avis, les personnes qui nous suivent continueront de nous suivre. Et pour te donner un exemple, l'une des créatrices que je suis le plus, et depuis d'ailleurs que j'ai 12 ans, c'est Marie Lopez, que tu connais certainement plus communément sous le pseudo Enjoy Phoenix. J'ai suivi sa chaîne principale, Enjoy Phoenix, sa chaîne secondaire qui anciennement s'appelait Enjoy Vlogging, et j'ai même suivi sa troisième chaîne où elle ne propose plus du contenu, qui s'appelle Enjoy Cooking. Aujourd'hui, j'écoute son podcast Toile. Je la suis même aujourd'hui avec ses vidéos, son contenu qui est beaucoup plus produit, c'est-à-dire des vidéos de production qu'on peut voir notamment sur les chaînes de Squeezie, de McFly et Carlito et tant d'autres, des vidéos qui ont pour but de divertir, et donc j'ai vraiment pu voir son renouvellement petit à petit, de son commencement avec la beauté jusqu'après son tournant vers l'écologie et aujourd'hui sur son format qui est beaucoup plus produit. Et donc j'ai pu voir en elle comme une envie de proposer quelque chose de différent, peut-être pour fidéliser ses abonnés, pour chercher un public peut-être différent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait se dire quand on voit l'engouement qu'il y a autour des podcasts actuellement, et notamment les podcasts de créateurs de contenu. Et j'ai d'ailleurs parlé d'essor de nouveaux réseaux sociaux, mais on pourrait se questionner sur vers quelle plateforme migrent les créateurs de contenu. Et moi je dirais qu'une des plateformes vers laquelle vont le plus les créateurs de contenu, je dirais qu'il y a Twitch aussi, c'est vrai. J'en parle pas plus que ça dans ma vidéo, mais c'est vrai que Twitch, c'est un vrai renouveau aussi. Pour n'importe quel créateur, c'est plus du tout du côté gaming de ce que j'ai compris. Mais là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un renouveau de la part des créateurs de contenu dans ce qu'ils veulent proposer sur les podcasts, sur la création de leur propre podcast. Et puis sûrement car les podcasts sont à la mode actuellement, mais sans doute pour d'autres raisons. Et vous m'en avez énuméré 7. La première, c'est pour toucher une communauté différente de celle qu'ils ont actuellement. Pour se diversifier, atteindre une autre cible, se soulager du format vidéo, vérifier la lumière, la tenue, etc. Pour retrouver un nouveau public et retrouver de la visibilité. Une autre raison qui a été citée, c'est pour se rapprocher de leur communauté. Plus intime pour se livrer, sûrement un effet de mode aussi. Tenter de s'adapter à leur public qui réclame les dessous de tout et autres plateformes. Comme on l'a vu juste avant, c'est un contenu qui est à la mode. Car c'est quelque chose qui s'est développé, mais aussi pour faire du contenu sérieux. Car c'est le format qui fonctionne en ce moment, il y a une forme de mode du podcast. Vous m'avez également dit que c'est pour diversifier leur contenu et que c'est également aussi un format qui est dit simple. Un nouveau moyen de créer du contenu, sachant que c'est pratique dans les transports, etc. On est dans une société où on a envie de faire tout en même temps, donc c'est pratique. Et c'est également un format plus long, comme on peut le voir avec YouTube. Pour trouver un format qui convient mieux au talk, parce que le podcast permet de discuter plus longtemps d'un sujet et ça paraît peut-être plus professionnel à leurs yeux. Et pour terminer, vous m'avez dit que l'une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui se dirigent vers les podcasts, c'est pour aborder des contenus beaucoup plus profonds, pour se renouveler et pouvoir être écouté plus facilement qu'en vidéo, aborder d'autres sujets. Besoin de parler de sujets plus en profondeur et peut-être que ce format donne plus de crédibilité à leurs propos. Donc en résumé, selon vous, si les créateurs de contenu se tournent davantage vers les plateformes de podcast, c'est parce que pour certains, il y a un besoin de toucher de nouvelles communautés, une nouvelle communauté de nouveaux auditeurs. Comme vous l'avez dit, et d'ailleurs je suis du même avis, je pense aussi également que le fait de créer un nouveau podcast, ça sert également aux créateurs de se rapprocher
de sa communauté. Car pour moi, c'est un outil qui est beaucoup plus intimiste en fait, de l'ordre de se livrer beaucoup plus à l'auditeur. L'effet de mode du podcast, on n'y échappe pas. Et d'ailleurs, beaucoup de créateurs en parlent. Le podcast est un format beaucoup plus simple dans le sens où c'est vrai qu'à l'heure actuelle où on court un peu de partout, on peut écouter un podcast dans ses oreilles à tout moment de la journée, n'importe où. Et le podcast permet aussi d'avoir un contenu beaucoup plus long et laisse davantage la place au contenu, comme vous l'avez dit, de type talk, qu'on peut retrouver sur YouTube notamment. Et donc, certainement d'aborder des sujets beaucoup plus profonds. Mais moi, j'ai une question. Si le podcast, il a plus ou moins le même intérêt qu'une vidéo YouTube, c'est-à-dire de parler beaucoup plus longuement d'un sujet profond, quel est l'intérêt des créateurs de contenu qui sont nés sur la plateforme YouTube de migrer vers les podcasts? On a cité différents points dont je viens de te dire juste avant, mais moi j'aimerais en aborder un autre qui a plus ou moins été dit dans ce que je viens de vous dire. Quand on est créateur de contenu, qu'on est présent sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, que tous les jours, donc c'est-à-dire H24 de sa vie, on montre notre tête en vidéo, en photo, sous toutes les formes, de partout. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ces personnes, donc ces créateurs de contenu, aimeraient être juste écoutés et non être regardés pour ce qu'ils sont physiquement? Et je crois d'ailleurs que Anna RVR en a parlé dans un de ses épisodes de podcast. Je ne me souviens plus du tout duquel, mais j'ai comme un écho dans ma tête qui me dit ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour eux, une envie même, je dirais, de ne plus être seulement entendus pour ce qu'ils sont physiquement, mais vraiment être entendus pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent, pour qu'il y ait uniquement leur voix qui porte et plus seulement une voix sur un physique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, par exemple, Anna RVR dit souvent que elle tourne par exemple son podcast en pyjama, dans son lit, sur son canapé. Il n'y a plus ce truc où on a besoin d'être apprêté pour tourner une vidéo comme je le fais là. On n'a plus besoin d'être maquillé, d'être coiffé pour tourner simplement une vidéo. On pourrait le faire, mais c'est vrai qu'on serait peut-être critiqué pour ça. Alors que au travers d'un podcast, quand on écoute quelqu'un au podcast, on ne se dit pas « alors est-ce qu'elle est dans son lit? Est-ce qu'elle est bien habillée? Est-ce qu'elle s'est lavée? Est-ce qu'elle s'est apprêtée ?» On se pose pas cette question. On est là pour écouter le podcast, on est là pour écouter ce que la personne va dire, seulement ça. Et pas pour voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, moi je me pose une autre question d'ailleurs, que je n'ai pas du tout écrit dans mon script, mais si d'autres personnes qui sont nées sur YouTube, telles que par exemple Léna Mafouf, alias Léna Situation, pourquoi par exemple cette personne, qui est Léna, migre vers la plateforme de podcast, sachant que sur son podcast à elle qui s'appelle Canapé 6 places, elle propose également du contenu visuel sur ses podcasts. On peut voir l'interview filmée par exemple. Et donc moi je me pose la question, pourquoi son objectif à elle, c'est de proposer ce contenu-là, qui habituellement, normalement sur une plateforme de podcast, on vient seulement écouter. C'est une plateforme qui est audible et pas visuelle. Et donc pourquoi son intérêt à elle, c'est de mettre de l'image sur ce qu'elle dit? Pourquoi elle ne ferait plutôt pas ça sur YouTube? Je sais pas, c'est une question. Et ce qui, quelque part, moi, me fait me dire que c'est un élément de plus sur le fait que les créateurs désirent davantage partir, quitter cette plateforme qui est YouTube. Ou du moins d'être moins présents. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Personnellement, j'aime toujours autant cette plateforme. J'ai une attache toute particulière avec elle, car je dirais que je suis née sur cette plateforme et que j'ai vraiment du mal à la lâcher. Même si je suis partie, puis revenue, puis repartie, puis revenue. C'est sur YouTube que j'aime raconter tout ça. J'aime les contenus longs, explicites, et il n'y a que sur YouTube que je peux dire tout ça, qui ne peuvent être racontés nulle part ailleurs. Alors je sais que moi aussi j'ai été impactée par tout ça, que mes vues ont chuté, que je n'ai plus réellement les mêmes retours qu'avant, et te dire que je m'en fiche serait un gros mensonge, car en réalité ça me peine beaucoup. Et je terminerai par dire un truc que je dis rarement d'ailleurs. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à me le dire en commentaire. Je t'invite à me dire ce que tu as aimé, si tu souhaiterais avoir davantage de contenu comme ça, un peu plus en mode recherche, documentaire, analyse. Vraiment fais-le moi savoir, c'est très important je pense pour n'importe quel créateur. Juste d'avoir un mot sur cette vidéo, ça peut être génial. Et puis si tu souhaites être notifié de la sortie de ma prochaine vidéo, n'hésite pas à activer la cloche. Ça je le dis vraiment jamais. On se retrouve un vendredi sur deux à 18h sur cette chaîne, et sinon tous les jours sur Instagram. Je te fais de très très gros bisous, à très vite sur YouTube, prends soin de toi.